Bonjour et bienvenue sur la web radio de l'IUT du Littoral Côte d'Opale dans notre émission L'écho des formations. Aujourd'hui en direct de Morbier dans le Jura, nous consacrons notre émission au département. À l'occasion d'un voyage de promo pour les étudiants en DUT GACO, gestion administrative et commerciale de Longnes. Notre invité, Anthony Renaud, bonjour. Bonjour. Chargé du développement touristique au Rousse et de la communication de l'espace des mondes polaires. Nous allons avec notre invité en savoir plus sur les enjeux touristiques du département. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous en dire plus sur votre profession ? Oui, alors bonjour à tous. J'ai effectivement 2 postes dont on vient de parler. Chargé de développement touristique pour la station des Rousses, donc il s'agit d'une communauté de communes qui regroupe 4 villages dans le Haut-Jura. Mon travail consiste en une multitude de tâches liées au tourisme et plus largement à la stratégie de développement de la station. Okay. Donc, ça passe par l'élaboration en début de mandat politique, donc on est sur le mandat de 2014 à 2020, l'élaboration d'un plan d'action stratégique au niveau touristique qui regroupe des choses sur la randonnée, sur le ski nordique, alpin, sur les activités nordiques type raquettes, chien de traîneau, etc. La diversité culturelle aussi, l'aménagement de sites naturels comme les lacs des Rousses, lac de la Moura. Ça, c'est le premier pan de mon travail. Et puis le second concerne, vous l'avez dit aussi, l'espace des mondes polaires de Prémanon, donc qui est une structure culturelle et ludique qui regroupe notamment un musée et une patinoire en glace, et pour lequel en fait j'assure la communication de la structure. D'accord. Voilà. Ok. Donc justement, d'un point de vue touristique, que cherche-t-on à valoriser ? Qu'est-ce que vous cherchez à valoriser en priorité dans le département ? Alors à l'échelle, je dirais, du département du Jura, c'est essentiellement l'aspect naturel, préservé, d'une montagne douce, accessible au plus grand nombre. C'est un petit peu ce qui est repris et décliné aussi au niveau du Haut-Jura et au niveau de la station des Rousses. On se veut une station familiale, authentique, village, pas une station uniquement touristique, c'est-à-dire que nos 4 villages vivent toute l'année. À taille humaine, exactement, 6700 habitants permanents sur l'ensemble du territoire des 4 communes. Et l'idée est bien de montrer qu'on a un cadre de vie préservé, loin des usines à tourisme qui peuvent exister ailleurs en France ou à travers le monde. Oui. On n'est pas le Dubaï hivernal. D'accord. Et est-ce que entre la fusion entre la Franche-Comté et la Bourgogne, ça a changé quelque chose ? Alors ça change nécessairement parce que le territoire fait plus que doubler à l'échelle régionale et la région est forcément un partenaire important pour les territoires et notamment pour une station de ski. Aujourd'hui, même si le tourisme hivernal est une part importante dans l'économie touristique du Jura et de la Franche-Comté en général, on a entre guillemets la chance de ne pas avoir ajouté de station de ski avec la Bourgogne, qui elle n'en a pas. Donc on demeure les stations de ski, que ce soit la station des Rousses, Métabier ou les Monts Jura, on demeure les seules stations de ski de la région. Donc on est toujours un pan important de la nouvelle région. Ça change un peu au niveau stratégie, mais la région travaille actuellement. La fusion, c'est pas fait en un jour, même si à un instant donné, elle était actée. La région travaille aussi à l'élaboration de son plan stratégique de développement touristique et ils l'ont finalisé simplement avant l'été. Donc, à nous après de nous insérer aussi dans les politiques régionales pour continuer d'avoir un partenaire privilégié. D'accord. Et vous cherchez à tirer qui en priorité en fait dans la région ? Alors la cible clientèle historique et habituelle de la station des Rousses, en tous les cas, elle est essentiellement familiale et on revient un petit peu au positionnement montagne douce et accessible. On a très très souvent une clientèle qui découvre la station des Rousses quand elle est enfant, donc en compagnie de ses parents, de ses grands-parents, qui à l'âge adolescent s'émancipe un petit peu sur des stations de ski plus
plus sportive, comme les Alpes ou les Pyrénées notamment, et qui revient elle-même avec ses propres enfants plus tard, parce qu'elle a découvert le ski sur la station dans le Jura, et qu'elle a apprécié la facilité finalement, des problématiques qu'on ne connaît pas nous dans le Jura, qui sont par exemple les avalanches, qui ne se produisent pas sur notre territoire et qui sont plus sécurisantes aussi pour les familles. Voilà. On a pu le constater, Donc il y a énormément de jeunes sur la station. Il y a énormément de jeunes enfants, on dira jusqu'à l'âge d'à peu près de 12 ans, entre 12 et 14 ans, c'est vraiment la clientèle cible prioritaire. Et puis, on attire également une clientèle importante de seniors, là encore pour des questions de nature préservée, de ressourcement, d'accessibilité, notamment à la balade, qu'elle soit estivale ou hivernale, et de plus en plus aussi de couples sans enfants. Voilà. Donc de jeunes couples la plupart du temps. Voilà. J'imagine que vous avez une forte concurrence dans la région, non ? Oui, forcément. Alors, on peut considérer qu'on a une forte concurrence sur le tourisme. Maintenant, sur ce qui est hivernal, en tous les cas, la concurrence est moindre que le reste de l'année. Parce que vous prenez sur les stations de ski, ne serait-ce qu'à l'échelle nationale, il y en a à peu près 200. Oui. Donc on est en concurrence avec 200 autres destinations sur des périodes non enneigées et d'aile de saison de printemps ou d'été. On est en concurrence avec des milliers de destinations à travers le monde entier. Donc oui, il y a une concurrence. Maintenant, le tourisme reste une part importante et prépondérante dans l'économie locale. Et vous êtes à proximité d'autres lieux très touristiques, la Suisse, les Alpes, vous êtes à l'entrée de l'Alsace. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour la région, le département, la région ? Alors, c'est pas forcément évident d'y répondre. Il faudrait connaître l'ensemble des données pour avoir des réponses un peu précises. En tous les cas, le positionnement géographique du département et plus généralement des montagnes du Jura, qui, comme vous le savez, ne se répartissent pas que dans le Jura, mais aussi dans le Doubs et dans l'Ain. Plus généralement, toute la zone frontalière avec la Suisse, en termes de positionnement, c'est un vrai avantage pour le territoire. En termes d'emploi, voilà, tout simplement parce que les salaires suisses sont bien plus élevés que chez nous, et les Français qui travaillent en Suisse continuent d'habiter en France et donc consomment en France. Les Suisses qui travaillent en Suisse consomment aussi beaucoup en France parce que le coût de la vie est un peu moins élevé. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est un vrai atout. Sur l'aspect plus touristique, on peine, que ce soit des zones frontalières comme les Rousses ou comme le Haut du Doubs, on peine à faire venir des Suisses en dehors de nos centres commerciaux pour faire du tourisme. Ce n'est pas une clientèle extrêmement facile à captiver. Dans l'autre sens, ce n'est pas forcément non plus évident pour des questions de coûts. De coûts de consommation touristique qui sont plus élevés aussi de l'autre côté de la frontière. Mais au global, je pense que ça reste un avantage d'être frontalier avec la Suisse. Sur la question française des régions voisines, les Alpes sont évidemment une forte concurrence, mais on ne joue pas dans la même cour, comme vous l'avez dit, c'est pas le même public. Quant à l'Alsace, on est je pense l'Alsace ou les Vosges, qu'on pourrait plutôt comparer au Jura. On a des clientèles qui sont assez similaires et on est plutôt en concurrence entre guillemets sur les saisons hors neige, puisque les Vosges, si le Jura a quelques problèmes d'enneigement ces dernières années, les Vosges également, et encore un peu plus parce qu'ils ont des sommets moins élevés que dans le Jura. Donc, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Donc le grand tourisme. concurrent départemental, ce sont les Vosges. On peut dire ça comme ça. Ouais. D'accord. Et l'activité touristique dans le département, qu'est-ce que ça pèse ? Alors,
Encore une fois, précisément, j'aurais du mal à vous le dire, mais en termes de chiffres, c'est 7 millions de nuitées marchandes qui sont réalisées sur le département du Jura. En tous les cas, pour celles qui sont connues et qui sont redevables d'une taxe de séjour, sans compter les nuitées qui peuvent être réalisées dans le cadre familial, dans le cadre amical, etc., qui se développent de plus en plus. Donc c'est déjà un point important pour l'économie touristique. Ça doit rester dans le trio de tête des secteurs d'activité économique. Je pense que l'industrie et l'agriculture sont encore devant, mais le tourisme doit peser pas loin des 10% de PIB du département. D'accord. Alors ça c'était pour le développement touristique du Jura. Et on va passer à votre autre poste. Donc c'est sur l'espace des mondes polaires qui a remplacé le musée local, c'est bien ça? Pourquoi un musée sur les mondes polaires ici dans le Jura, loin du pôle? Alors la raison elle est historique, elle est relativement simple. Un des plus grands explorateurs scientifiques de l'histoire polaire, Paul-Émile Victor, est jurassien d'origine. D'accord. Okay. Il est né en Suisse, à l'époque où ses parents habitaient la ville de Saint-Claude, et il a appris à skier dans le Haut-Jura, et plus particulièrement sur le village franco-suisse de Lacure, qui est aujourd'hui un hameau qui fait partie du village des Rousses, donc dans le Haut-Jura. Et puis dans les années 80, un de ses amis a décidé de créer un premier musée, qui s'appelait le Centre polaire Paul-Émile Victor, sur le village de Prémanon. D'accord. Paul-Émile Victor y a largement participé en mettant à disposition un certain nombre d'objets, de documents d'archives, en ouvrant son carnet d'adresses aussi d'explorateurs et autres scientifiques très connus. Et le musée a été inauguré en 89. Donc historiquement, on avait cette présence d'une grande figure sur le territoire qui a amené à l'ouverture de ce premier musée. Puis dans les années 2000, le fils aîné de Paul-Émile Victor a commencé à réfléchir à redonner un second souffle, parce que, comme vous le savez, les musées finissent aussi par s'essouffler. Oui. Donc pour essayer de les redynamiser, de penser à un nouveau projet. Et puis ça a mis beaucoup de temps, réunir les compétences, réunir les financements, etc. Avant de décider de créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace des mondes polaires, qui intègre ce nouveau musée entièrement neuf, totalement reconstruit, avec une surface d'exposition d'environ 1200 m², et en même temps de réhabiliter donc, la patinoire qui existait aussi depuis les années 80 sur le village de Prémanon, donc la seule patinoire en glace du département du Jura. Donc les deux projets se sont alliés pour donner naissance à l'espace des mondes polaires. D'accord. Et quel type de public est visé par cet espace des mondes polaires? Alors en étant au cœur de la station des Rousses et du département du Jura, on a aussi évidemment une clientèle espérée, familiale. D'accord. Donc on s'adresse évidemment à cette clientèle. L'intérêt étant d'avoir une partie plus culturelle avec le musée qui plaît aux parents, qui est adaptée pour les enfants, avec un discours relativement simple et accessible, et en même temps d'avoir la partie patinoire. Quand vous serez parent, vous vous rendrez compte qu'emmener un enfant dans un musée, c'est pas facile. Mais si vous lui dites, on va au musée et à la patinoire, ça marche beaucoup mieux. Donc c'était bien réfléchi. Donc ça a été plutôt pas mal, ça s'est plutôt pas mal goupillé, toute cette histoire de patinoire et de musée, et au final l'histoire nous a rendu service aujourd'hui. Et cette clientèle familiale est très présente depuis l'ouverture qui, je le dis puisqu'on ne l'a pas encore dit, s'est déroulée il y a à peine un an, l'ouverture de cette nouvelle structure, qui est un projet à 10 millions d'euros, financé par la communauté de communes de la Station des Rousses, mais aussi par des partenaires publics, région, département, Europe, État, etc. D'accord. Et du financement public. Beaucoup de financement public, essentiellement du financement public. Et c'est vrai que cette clientèle est largement présente depuis un an, la clientèle familiale.
Et on a aussi évidemment, là encore, une clientèle de seniors qui est un public très friand des musées. D'accord. Et au niveau des retombées, peut-être qu'au bout d'un an, c'est trop dur de donner des retombées maintenant, mais au niveau des retombées attendues. Alors, l'espace des mondes polaires s'insère complètement dans la stratégie de développement de la station. C'est-à-dire, même si l'hiver demeure le fonds de commerce des stations de ski en général, on réalise à peu près 65% de notre chiffre d'affaires annuel sur la période hivernale. La stratégie de la station est quand même de se diversifier, parce qu'on n'avance pas avec des œillères. On est au courant, on est au fait des problèmes d'enneigement, des conditions climatiques qui deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure où passent les décennies, bientôt les années a priori. Donc on se dit qu'à un moment donné, la neige, elle va finir par disparaître de nos massifs très certainement. Et plus de ski. Et du coup, le ski deviendra beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé sans neige, mais c'est quand même pas évident. Il y en a certains dans le public qui ont essayé. Ouais. On pourra toujours faire du ski roue, mais le ski sur neige deviendra peut-être un peu plus difficile. Alors, c'est à une échéance, peut-être qu'on ne la connaîtra pas, cette échéance, mais en tous les cas, elle finira par arriver. Donc la station souhaite vraiment diversifier son offre d'activité, et une offre d'activité qui puisse être 4 saisons. Donc l'espace des mondes polaires répond à ces objectifs, et on a pu le voir cet hiver, malgré un enneigement très important, on a eu des journées où il était difficile, voire impossible d'aller skier. Quand vous avez un fort vent, les remontées mécaniques sont fermées. Quand il y a beaucoup de pluie, il y a certaines pistes qui sont inondées, notamment en ski nordique, etc. Donc ces moments-là, on pouvait proposer à la clientèle une autre activité, et une activité qui demeure intéressante. D'ailleurs, est-ce que la tempête Éléonore a fait du dégât ici ? Non, il n'y a pas eu vraiment de dégâts dans le coin, à part évidemment quelques arbres déracinés, comme on voit un peu partout. C'est vrai que comme le Jura est recouvert à 70% de forêt, ça peut faire un petit peu de dégâts, mais pas davantage. Et comme on parlait justement des changements climatiques au fil du temps, est-ce que le profil du touriste qui vient dans le Jura a changé depuis des décennies ? Alors, il n'a pas vraiment changé. On en a beaucoup plus qu'auparavant, ça c'est une certitude. Ça c'est bien. C'est plutôt bien. Le Jura, que ce soit au niveau départemental ou avec l'appui de la région, communique très bien sur ce qu'il propose, et du coup il propose énormément de choses. Donc, que ce soit en termes de montagne ou même de plaine, parce que le Jura c'est pas que la montagne, il y a aussi la plaine plus au nord. Donc il y a énormément d'activités possibles dans le département, et à toute saison. Donc ça c'est un véritable atout en termes de tourisme, d'avoir une double saison. Du coup, les gens continuent, comme je vous le dis, d'être plutôt des familles, des seniors. C'est vraiment le cœur de clientèle. Et on a quand même une évolution en termes de catégories socio-professionnelles, où on voit de plus en plus de gens qu'on qualifie de CSP+, donc des gens avec un pouvoir d'achat plus élevé, qui viennent aussi dans le département. Et ça, c'est plutôt une tendance récente d'une petite dizaine d'années. Comment vous l'expliquez, ce changement socio-professionnel ? On l'explique notamment par l'histoire du Jura et des hébergements possibles dans le Jura. Il y a une tradition très importante dans les montagnes du Jura de tourisme social, avec des centres d'hébergement, des centres de vacances, qui étaient comme celui où on se trouve aujourd'hui, appartenant à des villes, et qui envoyaient les enfants de leur ville en colonie, en classe de neige, en classe de découverte, classe verte. Et du coup, ce sont des gens, des villes, souvent un peu plus modestes. Par exemple, on n'a pas de centre de vacances de Neuilly-sur-Seine. Oui. Voilà. Pour vous donner un exemple, on avait des centres de vacances plutôt de villes modestes. Donc ces gens qui venaient enfants revenaient aussi plus tard adultes. Et aujourd'hui, ces centres de vacances, pour des raisons financières,
ferment les uns après les autres, malheureusement. Donc ils nous font perdre un nombre d'hébergements touristiques, un nombre de lits. Ils nous font perdre aussi une clientèle, nécessairement. Et on a de plus en plus, parallèlement à cette perte d'hébergement collectif, de développement d'hébergements plus individuels, des meublés de tourisme, des gîtes, des hôtels, etc. Et qui là, pour le coup, sont plus qualitatifs. Et donc, ils attirent aussi une clientèle capable de payer pour des choses plus qualitatives. Voilà pourquoi aujourd'hui, la tendance c'est un petit peu inversée, et on reçoit plus de CSP+. D'accord. Et vous disiez tout à l'heure que le Jura communiquait très bien. Et justement, on va vous demander comment vous communiquez nationalement. Alors au niveau national, on travaille à différentes échelles. Évidemment, au niveau station des Rousses, le service marketing communication de la station communique via évidemment l'internet, Oui. le site Les réseaux. le site lesrousses.com est le site le plus fréquenté de la désormais ex-région Franche-Comté, avec plus d'1 million de connexions chaque année. C'est énorme. C'est assez énorme, oui. Donc le site de la station est très important, très fréquenté. Les réseaux sociaux, bien entendu, mais aussi une politique de participation à des salons touristiques à travers la France. Et ces salons touristiques, ils sont soit organisés. La participation se fait soit directement avec la station des Rousses, soit à travers des partenaires, qui peuvent être le département du Jura, donc le comité départemental du tourisme, ou le comité régional du tourisme, ou encore la marque Montagne du Jura. On a parlé tout à l'heure des Montagnes du Jura. Il existe une marque qui bénéficie d'un contrat de destination signé avec le ministère, qui a accordé sur une période de 6 ans un budget important de communication pour faire venir des touristes dans les montagnes du Jura. Et donc, en fonction de l'échelle à laquelle on se trouve, soit on communique sous l'échelle station, soit sous l'échelle département, région ou plutôt montagne du Jura. En gros, au niveau régional et aux régions limitrophes, on communique plutôt sous la bannière station des Rousses parce que c'est quelque chose qui parle aux gens. Si on est au niveau national, on commence un petit peu plus à parler Jura, montagne du Jura. Et au niveau international, pour le coup, c'est exclusivement sous la bannière montagne du Jura. Et la communication internationale, elle augmente Elle augmente nécessairement puisque c'est une des priorités des montagnes du Jura. Comme leur budget augmente, il y a évidemment beaucoup plus d'éléments de communication qui sont prévus à l'extérieur de la France. Et c'est des pays comme l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre, le Royaume-Uni, et les Pays-Bas, qui sont des pays prioritaires. Maintenant, on parlait tout à l'heure des nouveautés avec la nouvelle région, en ayant rattaché, je ne sais pas dans quel sens on dit, soit la Franche-Comté rattachée à la Bourgogne, soit la Bourgogne rattachée à la Franche-Comté. C'est un débat. Mais c'est un débat. Avec le rapprochement des deux régions, on se retrouve avec des cibles clientèle étrangères différentes. Vous connaissez sans doute la Bourgogne pour ses vins et sa gastronomie. Eh bien, en Asie, au Brésil, en Amérique centrale, on connaît aussi la Bourgogne pour ça. Donc maintenant, il faudra déterminer à l'échelle régionale comment on communique sur ces marchés lointains, comme on les appelle, vis-à-vis du Jura ou de la Franche-Comté. Où est-ce qu'on communique d'abord? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est plutôt la Bourgogne et c'est ça qui les intéresse? Bon, on a le comté quand même. D'accord. Donc merci pour toutes ces précisions. Et pour finir, est-ce que d'autres projets sont en cours au niveau de la station des Rousses, au niveau du département, de la région, des gros projets qui auront un impact sur le tourisme? Alors, en termes départemental, régional, j'ai pas trop d'informations à l'instant T. Sur la station, globalement, il y a toujours des projets. Ça, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans notre travail. Et un des plus gros projets, environ 11 à 12 millions d'euros. Plus que l'espace des mondes polaires. Un peu plus que l'espace des mondes polaires. Est un projet de ski alpin avec la création d'un nouveau télésiège et de nouvelles pistes
nouveaux remonts de pente, d'aménagement, etc., d'un massif franco-suisse qui existe déjà actuellement entre le massif des Tuffes et le massif de la Dole. L'idée étant de les relier et de pouvoir permettre de passer d'un domaine à l'autre sans difficulté. Donc le ski alpin est générateur d'énormément de retombées économiques et c'est aussi quelque chose qui coûte très cher à la réalisation, d'où les coûts que ça représente. Conditions difficiles. Exactement, des conditions pas évidentes de réalisation. Mais c'est un projet important pour aussi poursuivre la dynamique de ski alpin, et tant qu'elle est présente encore sur le Jura et sur la station principalement. Et puis en termes de diversification d'activités, on a aussi un gros projet de développement d'une voie verte, donc d'un aménagement qui soit accessible aux piétons, aux vélos, aux rollers, aux poussettes, à tous, mais en site propre, en dehors des routes, qui permettent de relier en fait les 4 villages de la station sur un peu plus de 22 km. Et ça, c'est un projet actuellement qui est en phase d'étude d'impact environnemental et qui se chiffre aux alentours de 5 millions d'euros. C'est des projets qu'on peut espérer voir sortir de terre quand ? Alors sur le projet ski alpin, ça devrait sortir l'hiver prochain ou l'hiver suivant. D'accord. C'est des aménagements qui doivent se faire très vite parce qu'on a des saisons courtes entre guillemets pour réaliser les travaux. Quant à la voie verte, c'est un projet de plus longue haleine qui se fera sans doute par phase, par tranche, je dirais sur les peut-être 10 prochaines années, petit à petit, mais qui finira par voir le jour, mais vraiment par tranche. D'accord. Vous avez une idée de combien de temps ça prend pour construire un télésiège ou ça ? Une piste Alors le temps de travaux estimé pour le projet de ski alpin, il est de 4 mois. 4 mois ? 4 mois. Ouais. D'accord. Ça va très très vite. Ça va, c'est rapide. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci de votre précision. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous étiez sur la radio de l'IUT du Littoral Côte d'Opale et bonne journée à vous.